Bonsoir, bonsoir à tous. Merci François Julien, que nous sommes heureux d'accueillir à Toulouse ce soir avant d'ouvrir le colloque de demain sur le thème important vivant, pour échanger autour de deux de ces derniers concepts, des concepts clés qui peuvent concerner aussi la psychanalyse, à mon avis, la question de la décoïncidence, décrite dans son livre « Politique de la décoïncidence » aux éditions de l'Erne en 2020, et votre concept de vraie vie, aboutissement, je dirais, de votre travail depuis plus de 20 ans sur la philosophie du vivre, avec des publications en 2005, Nourrir sa vie, en 2011, Philosophie du vivre, en 2018, Une seconde vie, et en 2020, De la vraie vie. La décoïncidence, ce concept nous amène à faire un écart, un pas de côté avec nos propres modes de pensée, en fissurant, vous aimez beaucoup ce signifiant de la fissure, en fissurant la langue de notre être, celle qui nous construit, pour décrire les vénures, ce très beau terme, les vénures de la vie, un petit peu comme les vénures du jade chinois, et qui permet de circuler à travers champs par différentes pratiques de la décoïncidence. Et justement, peut-être je vais d'abord dire un mot de la psychanalyse, qui pour moi est une pratique de la décoïncidence, dans la mesure où ça trébuche dans le langage, au moment où s'interrompt la chaîne signifiante. Et c'est dans ce lieu, cette fêlure, que Freud a cherché l'inconscient. Et ce qui se produit dans cette béance se présente pour le patient en analyse et pour l'analyste comme une trouvaille qui va élargir le sens dans un effet de surprise et de production de savoir inouï qui a un prix unique pour le sujet. Voilà. C'est une béance que l'on retrouve jusque dans le rêve, que Freud avait nommé nombril du rêve. Et il existe aussi un fading du sujet lorsque le sujet s'éclipse dans le signifiant de la demande et dans la fixation au fantasme. Le sujet de la demande est celui du pur besoin du névrosé, et c'est de lui que va émerger, donc par travail successif de décoïncidence, va pouvoir naître le sujet du désir. C'est là qu'un soi étiolé, figé, quelquefois presque mort psychiquement, puisque quelquefois nous faisons un véritable travail de réanimation psychique, va pouvoir se dépasser et s'ouvrir jusqu'à laisser advenir ce découvrement autre de soi dans un élargissement de l'altérité. Puis Raoul Lanier, elle rappelait que le jeu ne peut persister qu'en devenant autre, en s'altérant, en acceptant de devenir différent de celui qu'il était et de celui qu'il est dans un actuel toujours éphémère, toujours en état de mouvance. Je vais la citer. Avec le jeu, dans Les Destins du plaisir, avec le jeu, et j'ai souvent insisté sur cette conséquence fondamentale pour le fonctionnement de la pensée, fait irruption dans la psyché la catégorie de la temporalité, et par là le concept de différence, dans ce qu'il y a de plus difficile à assumer, peut-être la différence de soi à soi. Voilà. Mais je sais la critique que vous faites de la différence dans un de vos ouvrages. Je pense que c'est celui sur la décoïncidence. Mais la psychanalyse donc, est aussi une autre pratique de cette décoïncidence. Pour nous, il s'agit de faire advenir du sujet, quelle que soit la météo psychique de celui que l'on a en face de soi, dans un sujet authentique, porteur de sa parole et de son désir. La psychanalyse est une expérience de perte et de chute des illusions, celle de la toute-puissance de la pensée et des désirs infantiles de nature sexuelle, écornant l'image idéale que le sujet se faisait de lui-même. Donc ce sujet du désir est un sujet barré par un signifiant qui a barre sur lui. Et il ne possédera jamais ce que le fantasme oedipien lui a fait désirer, le premier objet d'amour, représenté par la mère pour le fils et le père pour la fille. Y renoncer s'appelle la castration, qui impose un sceau. Vous voyez que là, on rejoint un autre de vos concepts, la question du sceau.
Mais c'est un cheminement difficile pour lequel beaucoup de moyens de défense, comme aussi l'évitement et le rabattement, aussi autre concept que vous avez déployé, peuvent être utilisés. Alors que la castration est pourtant une des bases des relations possibles entre les êtres humains, où s'origine et se spécifie le désir sexuel. Elle peut être entendue comme poche d'incommensurable, titre d'un de vos derniers livres aussi, par le saut qu'elle induit. Vous voyez donc tout ce que l'on peut tricoter entre nos concepts. Voilà, si vous voulez, je vous laisse parler un petit peu sur la question de coïncidence. Donc, merci de votre accueil. Oui. Merci de votre présence ici et du dialogue que cela engage. Concernant les coïncidences, je vais essayer d'être bref mais de partir néanmoins d'une généralité qui est d'abord politique. Politique, puisque j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce que nous faisions depuis le siècle, voire plus, pour constituer le politique en Europe, à savoir tracer une cité idéale, une forme du meilleur, parce que fait Platon dans la Politeia, ne marche plus. Parce qu'on peut faire des modélisations locales, techniques, mais je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir une vision comme ça, globale, de ce qui serait l'idéal de la société. Alors que c'est ce qu'on fait dans la pensée politique depuis les Grecs, n'est-ce pas? Tracer disons, la vie meilleure ou la vie bonne à l'échelle de la cité. Mais je crois qu'on n'a plus aujourd'hui la possibilité de tracer une idéalité politique d'ensemble. Pour une raison simple, c'est que pour tracer du modèle, de l'idéal, il faut pouvoir isoler. Or, aujourd'hui, on ne peut plus isoler dans le monde, tellement il est mondialisé, connecté, etc. Donc, isoler un phénomène ou un aspect des choses par rapport à d'autres me paraît de plus en plus difficile. Donc, il y a surabondance de modélisation technique, locale, mais difficulté à penser ce qui serait l'idéal à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la cité, comme disaient les Grecs. C'est le premier point. Le second, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui nous rend difficile la capacité de construire un modèle de la vie disons, politique, de la cité idéale, et de le projeter sur l'avenir. Une difficulté, c'est que l'avenir n'a plus de consistance aujourd'hui. C'est-à-dire que nous vivons sur l'idée, nous avons vécu des générations si nombreuses, et ça a fait l'Europe, sur l'idée que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, que nous marchions vers un progrès. L'idée religieuse dont on sait qu'elle a été cessé d'être laïcisée sans l'être totalement, mais aujourd'hui cela est en panne, puisque avec ce qu'on dit de l'écologie, avec tout ce qui se fait que l'avenir est incertain, au point que on ne peut plus avoir de projection sur l'avenir parce que l'avenir lui-même devient inconsistant. Je veux dire que le grand thème qui a porté la pensée politique en Europe, les lendemains qui chantent, bien les lendemains ne chantent plus. Donc, la tentation qu'on voit bien aujourd'hui en France sur le plan politique, c'est de se replier sur le présent, ce qu'on appelle le présentisme. Et si on veut échapper à cela, qu'il n'est pas qu'on se retient dans sa bulle en disant eh bien, vivons aujourd'hui comme on peut dans la survie, si l'on veut avoir encore l'action politique et qu'elle ne peut plus être de modéliser et de projeter sur l'avenir comme ça une sorte de forme idéale de la cité, ce qui fait la peine du politique aujourd'hui quand même. Je crois que ce qu'on peut faire, c'est, revenant au présent, détecter ce qui coince dans ce présent, ce qui bloque, et essayer, l'ayant détecté, d'ouvrir les possibles. Non plus projeter des buts, comme on le faisait quand on modélisait et ensuite on projetait cette forme idéale, ce modèle comme but, mais rouvrir les possibles. Et c'est là que je crois que ce concept rencontre la psychanalyse. Puisqu'il me semble que dans la pratique psychanalytique, au fond, ce qui se fait, c'est essayer de rouvrir les possibles dans la vie d'une personne dont les possibles sont tellement étiolés que ce n'est plus des possibles. C'est une sorte d'ornière dans laquelle les personnes se trouvent de fait installées. Alors, pour dire la chose, donc je suis parti du plan politique parce que je crois que nous sommes effectivement en panne du point de vue politique. Du collectif.
Pardon? Du collectif. Oui, oui, et ce qu'on appelle la cité, de façon générale, si vous voulez. C'est-à-dire, au fond, il n'y a plus d'égalité à l'échelle de la société. Pour essayer de repenser à nouveau frais le politique. Alors, c'est là que je suis en train de dire des coïncidences, en disant la chose tout simplement. Quand les choses coïncident, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elles suivent la géométrie, quand deux lignes ou deux surfaces se recoupent complètement, donc elles coïncident au sens d'adéquation, eh bien, je dirais, c'est mort. Donc, il y a, je crois, ce constat que nous faisons aisément, que ce qui devient adéquat, on dira c'est positif, ça colle. Mais justement, du fait que c'est adéquat, que ça colle, ce positif tend à verser en positivité, en positif installé. Et ce positif installé n'est plus soupçonné, n'est plus interrogé, et donc verse, sans qu'on s'en rende compte, en fait, en facteur négatif, qui bloque. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Mon cerveau aujourd'hui est un peu bloqué. Mais je vais tâcher de faire des coïncidences lui aussi. Donc, si vous voulez, une cohérence d'ensemble. Le fait que, quand les choses coïncident, donc soient adéquates, on dit ça colle, on dit c'est bien, c'est positif. Oui, c'est positif, mais ce positif est porté de lui-même, puisque satisfait d'être positif, à devenir positivité, et positivité, donc, versant dans un négatif qui n'est pas soupçonné. Alors, par rapport à ça, je dirais justement, ce qui justifie la décoïncidence, c'est de fissurer cette positivité installée, endormie, enlisée, sclérosée, enfin, vous voyez tous les termes que je pourrais adjoindre, pour remettre en chantier, pour rendre possible. Le système de la fissure que vous évoquiez, effectivement, donc si on ne peut plus projeter un modèle comme ça, conçu d'avance, à titre global, peut-être peut-on, non pas se replier sur le présent, mais fissurer dans ce présent ce qui bloque ce présent, et qui le bloque dans une adéquation qui ne se réfléchit plus, qui ne se soupçonne plus, et donc qui bloque le possible. Décoïncider sera donc fissurer ce blocage des possibles, enlisé dans une positivité qui ne se soupçonne plus, pour, petit, ouvrir le possible, remettre en chantier. Alors, j'avais donné quelques lieux célèbres de ce qui me paraît illustrer cette décoïncidence. Je donne deux, trois exemples pour que ça parle, et ensuite, j'en dirai la psychanalyse qui me paraît concernée. Je dirais, alors, il y a, je ne sais pas si vous avez en tête le grand texte de Lucrèce sur le Denatura Rerum, mais Lucrèce, qui est première pensée atomiste que nous ayons, la tradition d'Épicure, mais en latin, et Lucrèce nous dit, voilà, les atomes, première conception atomiste de la physique, donc dans un effort de rationalité comme ça, étonnant par sa capacité, son audace aussi. Lucrèce nous dit les atomes, selon leur adéquation, tombent de rue, comme la pluie, verticalement. On ne va pas faire autrement. Sauf que s'ils tombent de rue verticalement selon leur adéquation, eh bien, ils ne se rencontrent jamais, rien ne se passe. Donc il faut supposer, c'est là le grand geste de théorie de Lucrèce, il faut supposer une légère déviation qui fasse qu'on ne voit pas, mais qui est logiquement impliquée pour faire que ces atomes qui sont dans leur équation tombant verticalement, eh bien, en dévient un tant soit peu pour pouvoir se rencontrer. Et que se rencontrant, eh bien, des choses puissent exister, des mondes à devenir, en fait, etc. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'on appelle donc cette légère déviation des atomes dans leur chute, le clinamen en latin, a été toujours montré du doigt dès l'époque latine chez Cicéron jusqu'à l'époque moderne comme étant un trou fait dans la rationalité matérialiste et donc une sorte de façon de faire rentrer par la fenêtre la liberté que la logique de la chute des atomes évacuait. Alors je crois que non, justement. C'est une idée géniale que Lucrèce a, de penser que si les atomes tombent selon leur adéquation, donc verticalement, comme la pluie, rien ne se passe. Et donc, il faut supposer logiquement cette légère déviation clinamen
je dirais, c'est-à-dire des coïncidences par rapport à l'équation de Hirschi pour que quelque chose puisse arriver. Bon, scène, disons, des atomistes, Lucrèce, je trouverais une autre, si je prends les grands lieux de la pensée européenne dans ses débuts, je dirais, dans le récit de l'Éden, la première page de la Bible, au paradis terrestre, ça coïncide. Tout est en adéquation. Rien ne se passe. Il faut donc qu'il y ait le serpent, la pomme, le péché, tout ça, comme des coïncidences. Et c'est vrai qu'il fallait, de même qu'il fallait que les atomes dévient tant soit peu pour que quelque chose puisse advenir, il fallait bien qu'il y ait le serpent, la pomme et tout cela, comme fissure dans cette coïncidence divine, et que Adam et Ève puissent commencer, à travers l'exil, à travers la prise de conscience qu'ils ont de ce malheur qui leur tombe dessus, qu'ils puissent commencer à entrer dans une histoire, et se promouvoir en sujet, commencer d'exister. Bon, j'en ai encore un autre exemple, les grandes pages de notre littérature, si je reste dans le religieux. Si je prends le... Oui, j'évoquais la coïncidence divine parce qu'on présente l'affaire de la pomme, du serpent, tout ça comme étant l'émergence du mal. Non. Le texte est suffisamment intelligent pour nous faire apparaître qu'il fallait bien que quelque chose se fasse dans cette coïncidence divine pour que la conscience puisse advenir et que, disons, une existence puisse se promouvoir. Donc, l'avancée de la scène malheureuse sur laquelle c'est présenté et la culpabilité pour rencontrer la logique, la cohérence d'une décoïncidence par rapport à l'ordre divin pour que l'humain puisse s'affirmer. Si je reste très peu de temps dans ce registre divin, en me rapportant à ce qui est l'évangile de Jean, son ouverture, il y a une idée essentielle qui est dite, c'est qu'il fallait que Dieu décoïncide de lui-même pour se promouvoir en Dieu. Autrement dit, quand Dieu coïncide avec Dieu, c'est mort. Il faut donc que Dieu le Père décoïncide de lui en s'envoyant, c'est-à-dire en fils mourant sur la croix comme un esclave. Donc une décoïncidence extrême. Dieu, l'Éternel, le Maître, le Tout-Puissant, donc décoïncidant de lui dans la figure de son fils, encore une fois, homme souffrant comme un homme et mourant sur la croix. Et cela, je crois, était très bien réfléchi par Jean dans ce fameux prologue, pour dire qu'au fond, Dieu coïncidant avec Dieu devient une essence de Dieu, un Dieu mort. Il faut que Dieu décoïncide de lui-même, s'écarte de lui pour pouvoir s'activer en Dieu, se promouvoir en Dieu. Donc je crois qu'on peut relire toutes ces scènes comme ça, en voyant ce qui s'entend de décoïncidence, qui rouvre du possible, qui met en chantier, qui promeut. Et je dirais, au fond, c'est comme ça que je comprends aussi le grand récit de l'évolution. L'homme, au départ, était coïncident avec la nature. On dit qu'il s'adaptait. Oui, mais il ne s'est pas seulement adapté, l'homme. Ce qui s'est promu en homme, il s'est aussi exapté. Adapté, exapté, n'est-ce pas, les deux préfixes qui s'opposent. Et au fond, il me semble que l'homme s'est promu. Enfin, l'humain, je dirais, s'est promu à travers toutes ces étapes hominidées, homininaires, à toutes ces étapes de l'évolution. C'est promu en décoïncidence. C'est ça qui a porté l'homme, qu'il a accepté, c'est il s'est promu par décoïncidence avec la nature, de sorte qu'à la fois, il y a bien une continuité d'évolution et en même temps, l'émergence d'un radicalement nouveau. L'homme se soit mis debout, qui ait pu parler, qui ait pu penser. Mais oui, bien sûr. Et c'est une émergence d'un radicalement nouveau, en même temps qu'il faut le penser dans une continuité. Donc c'est pour ça que le concept de décoïncidence me sert à penser ce qui peut être l'émergence d'un nouveau, d'un possible inouï, dans une continuité, sans donc faire appel à la rupture, à ce qui serait le grand mythe actuel de l'innovation, si vous voulez, dont on ne cesse de parler. Non, de penser comment articuler l'émergence d'un radicalement nouveau au sein d'une continuité. Bon. Alors maintenant, si j'essaie de voir un peu des terrains où peuvent travailler comme ça la décoïncidence, je dirais, si je prends l'art, je dirais un artiste n'est artiste
qu'autant qu'il décoïncide de l'art déjà fait. Parce que l'art déjà fait, il est dans son adéquation. Ce qu'on appelle l'art, ce qu'on appelle le beau. Donc, et cette adéquation de l'art est portée d'elle-même à se satisfaire d'elle-même. Donc, ce positif de ce qu'on appelle l'art, le beau, etc., inversé dans une positivité qui ne se soupçonne pas et qui devient finalement un frein, qui coince, qui immobilise la possibilité justement de promouvoir l'art. Je dirais dire à échelle de personnes, un artiste est artiste qu'autant qu'il décoïncide de l'art qu'il a déjà fait, qu'autant qu'il défait la coïncidence artistique, l'adéquation à laquelle il est parvenu. Je pense que la question de tous les artistes le matin quand ils se lèvent, c'est-à-dire est-ce que je peux décoïncider de l'art que j'ai déjà fait, donc de l'adéquation que j'ai déjà installée. Oui, pour justifier ce sens de positif versant en positivité, donc se retournant contre lui-même, c'est ce qu'on dit quand on dit religion positive. C'est ce quand on dit droit positif. Si bien que droit positif, c'est summum ius, summa injuria. C'est la justice en fait, la plus grande. Mais qui ne se soupçonne pas, donc satisfaite dans son adéquation. Dans l'ordre de la pensée, c'est la même chose. Penser, c'est décoïncider, c'est-à-dire défaire l'adéquation de ce qui a déjà été pensé. Et si je renvoie ce que j'ai dit de l'artiste à l'instant, je ne pense qu'autant que je décoïncide du déjà pensé, ou je ne pense qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai déjà pensé, et donc de l'adéquation de pensée à laquelle je suis parvenu. Alors, je viens peut-être à la psychanalyse maintenant. Ah, oui, sinon j'ai quelques questions là, allez-y. Vous venez de dire. Pensez-vous justement par rapport à ce présentisme actuel que l'on serait dans une massification de la pensée, un petit peu comme la massification des sujets? Hélas, oui, parce qu'il y a une grande machine à coïncidence à l'échelle la plus massive, c'est les médias. Oui. Les médias sont cette grande fabrique de coïncidences qui n'est pas soupçonnée et donc qui s'installe dans une positive médiatique qui fait effectivement masse, oui, masse, et donc qui pèse lourdement sur nous et qu'il faut fissurer. On ne peut pas faire abstraction des médias. Par contre, fissurer ce couvercle médiatique tel qu'il est installé sur nos vies, n'est-ce pas, me paraît nécessaire aujourd'hui. Oui. J'entendais hier matin l'entretien d'une chef de service de pédopsychiatrie de Nice qui racontait les traumatismes, les syndromes post-traumatiques chez des enfants tout petits qui ont été laissés seuls devant la télé toute la soirée quand il y avait les attentats du mois de juillet à Nice. Oui. Et sur la question du présentisme, moi, me revenait en pensée le texte d'Adorno, Repenser le passé, qui est un texte qui m'a beaucoup animée dans mes travaux et dans mes écrits. Sur la question du SACOL, en tant qu'analyste, c'est quelque chose sur lequel on peut rebondir parce que pour nous, le SACOL, c'est l'incestueux. Donc, c'est la régression et le retour en arrière. Et je dirais un petit peu, on avait organisé un colloque en 2016 sur le populisme. La pensée politique du populisme est une pensée du SACOL, en régression et en fermeture totale par rapport à l'autre et à l'étranger. Oui, alors peut-être que je n'entends pas tout à fait le SACOL de la même façon, puisque de ce que j'entends de vous, c'est l'idée de col, c'est-à-dire d'adhérence, je pense, qui est en jeu. Oui. Alors que quand tu dis ça colle au départ, je pense qu'il y a les deux, et qu'on passe de l'un à l'autre. D'abord, ça colle parce que ça coïncide, donc ça colle bien, si vous voulez, ça correspond bien. Et puis effectivement, du fait que ça colle bien, par adéquation, ça devient collant au sens d'adhérence, et donc on ne peut plus décoller. Et évidemment, la conséquence politique est claire, cette sorte de... C'est un fond d'adhérence qui fait le populisme, parce qu'on colle comme... Quelqu'un qui a eu une très belle expression à cet égard, c'est Socrate, n'est-ce pas? Et il y a une formule très belle dans le Phédon sur le fait que ça colle, c'est-à-dire qu'on adhère, n'est-ce pas? L'adhésivité, l'adhérence, bref, quelque chose qui fait qu'on ne peut plus s'en détacher suffisamment. Oui, alors si j'en viens à la psychanalyse, dont je ne suis pas compétent, mais qui m'intéresse parce que j'en ai lu, je me demande si une cure analytique, ce n'est pas inciter patient, analysant, on l'appelle comme on veut, à décoïncider d'une adéquation psychique traumatique
à la fois qu'il fait souffrir, mais en même temps à laquelle il colle. Je me demande si ce n'est pas ça, si les cures finalement inciter, parce qu'au fond Freud nous dit, ce qui est difficile, c'est que le patient, il est bien dans son trauma, même s'il en souffre. Oui. Il est difficile donc de l'en sortir. La parole ne sert à rien, etc. Bon, ça on le sait. Alors justement, est-ce qu'une cure analytique, ce n'est pas justement cette incitation, invitation, enfin bon, bref, de biais à ce que l'analysant, le patient, décoïncide de cette adéquation psychique traumatique dans laquelle il est, d'une façon dans laquelle il est bien, en même temps qu'elle le fait souffrir jusqu'à hurler. Est-ce que c'est pas cela? Et donc, en fait, pourquoi? Pour ouvrir du possible dans sa vie. Pour ouvrir du possible, c'est-à-dire, au fond, puisque ce dans quoi il est enlisé, c'est quelque chose qui n'a plus cette dimension, cette promotion de possible. Et donc, c'est pas qu'il change de vie, c'est pas qu'il se convertisse, c'est qu'il puisse justement quoi des possibles en se remettre à exister, c'est-à-dire sortir de, se tenir hors de cette sorte de confinement dans lequel il s'est installé. Alors, j'ai une pratique qui m'est venue par une pratique sociale qui se développe de plus en plus aujourd'hui, la médiation. Si on la distingue de la justice, le juge, il juge en fonction d'une adéquation. Adéquation à la loi, adéquation au droit, il a adéquation, et donc il tranche. Un médiateur, je crois que s'il fait bien ce qu'il est invité à faire, il a en face de lui deux parties opposées, n'est-ce pas, qui chacune disent « je suis dans mon droit, j'ai raison, c'est moi qui ai raison ». Enfin, donc chacune est dans son adéquation. Et je pense qu'un bon médiateur, c'est quelqu'un qui amène les deux parties qui chacune croit qu'elle a raison, à fissurer cette adéquation dans laquelle chacune se tient, en disant « j'ai raison », etc., pour décoïncider, inviter l'une et l'autre partie à décoïncider de l'adéquation dans laquelle se tiennent pour ouvrir du possible. Et souvent, un possible qui n'a pas été envisagé, ni par l'une ni par l'autre. Une vraie médiation, c'est ça, c'est-à-dire finalement faire apparaître un possible qui n'avait été envisagé ni par l'un ni par l'autre, chacun s'opposant à l'autre, chacun croyant avoir raison, donc se justifiant d'une adéquation à laquelle il tient, pour effectivement dénouer quelque chose ou décoincer une situation qui l'était. Alors, si maintenant j'essaie de penser ce concept de décoïncidence, je voudrais le développer brièvement sous deux plans. Un plan éthique et revenir au plan politique. Le plan éthique, je dirais, je ne vis qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai déjà vécu. Chaque jour, j'arrive à une sorte d'adéquation, mais il faut que je la fissure pour pouvoir promouvoir à nouveau ma vie et exister au-delà de ce à quoi je me suis, disons, ce à quoi je risque de m'installer et de m'enliser, et qui serait donc une vie progressivement, disons, morte. Non-vie, comme dirait Adorno, n'est-ce pas? Non-vie. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est l'autre dimension éthique de la décoïncidence, c'est qu'au fond, je ne rencontre l'autre qu'autant que je décoïncide de mon adéquation. Alors, ce qui pose une question pour la philosophie, puisque la philosophie est devant ce constat, qui devrait l'inquiéter, c'est que nos vies sont faites de rencontres. Si on ouvre un roman, il n'y a que la rencontre, en fait. Or, la philosophie n'a jamais pensé à la rencontre. Il faut attendre le XXe siècle et par la tradition hébraïque, chez Buber, chez Lévinas, pour qu'on commence à penser la rencontre. Donc, on peut demander pourquoi la philosophie classique n'a pas pensé la rencontre alors que nos vies sont faites de rencontres et que les romans, qui souvent prennent ce que la philosophie a laissé tomber pour justement le penser, donc la philosophie n'a pas pensé. Et je crois que c'est justement parce que la philosophie a pensé un sujet dans son adéquation. Donc, maître de lui, dans son autonomie, dans son adéquation, et vous ne pouvez pas penser la rencontre qui est une fissure d'adéquation. Je ne rencontre que l'autre qu'autant que je fissure ma propre adéquation avec moi-même. Il n'y a pas de rencontre. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Tout à fait. Donc, je crois qu'il y a, disons, quelque chose à penser qui
ébranle un peu le socle de la pensée du sujet telle que la philosophie classique, disons, l'a envisagée, qui est que si j'ai cette idée d'un sujet maître de lui, souverain par rapport à lui-même, donc autonome, donc maître de sa liberté, il n'y a pas rencontre. Et que la rencontre, c'est donc de pouvoir fissurer cette adéquation de soi avec soi pour, disons, laisser l'autre faire effraction dans ce qui s'est ainsi fissuré. Donc, je pense qu'un concept à vocation éthique et à vocation politique, je dirais, pour revenir à ce que j'ai dit en commençant, il me semble que si nous voulons remobiliser politiquement, je crois qu'on a largement le sentiment que c'est urgent aujourd'hui de repenser le politique, je pense qu'il faut, disons, remettre en question nos paradigmes. Et d'abord, j'indiquais en commençant, le grand paradigme de tracer une forme idéale de la cité et ensuite, disons, se mettre à appliquer ce modèle au réel. Ce qui est le grand schéma de la Révolution. La Révolution, c'était donc l'élaboration d'une forme idéale de la société, en théorie, et ensuite la projection de cette forme idéale dans la société pour la faire entrer dans la pratique. Et donc, je crois que ce grand couplage modélisation-application ou théorie-pratique ne marche plus. C'est ça qui est pas en question aujourd'hui. Ce grand couplage, modélisation-application, donc théorie-pratique, ne marche plus, ce qui fait qu'il y a une sorte de désintérêt, comme ça, assez général, à l'égard du politique en tant que tel. Du même coup, cela fait que le grand rapport moyen-fin ne convient plus non plus, puisque je dirais, la posture traditionnelle, c'était de tracer un modèle posé comme but, comme fin, et, disons, pour ensuite eh bien, marcher vers lui. Donc, je crois qu'il y a à retirer cette bipartition de la théorie et de la pratique, modélisation-application, et aussi cette autre, disons, du principe et de la fin. Les Grecs ont pensé le politique à partir d'une notion, comme ils ont pensé, disons, la philosophie en général, par la notion de principe. Principe arché en grec, premier mot du vocabulaire d'Aristote, au livre Delta. Et arché signifie à la fois commencement et commandement. Il y a d'important, c'est qu'au fond, la pensée grecque nous dit qu'il faut penser à partir d'un point de départ qui soit un commencement qui commande la suite. Commencement, commandement, arché. Et je crois que c'est cette pensée et du commencement, commandement, et de la fin, arché, telos chez les Grecs, qui ne marche plus aujourd'hui, en tout cas ne marche plus suffisamment. Et je dirais qu'à mon sens, ce qui fait l'intérêt du concept de décoïncidence, c'est qu'il ne part plus d'un principe ou d'une arché, puisqu'il défait. Il n'est pas donc en position de principe premier qui serait voilà, le Big Bang, n'est-ce pas, ou le point de départ. Non, justement, il vient après, il défait, il fissure quelque chose qui précédait, donc il ne s'arroge pas à la position de principe. Et en même temps, j'ai dit à l'instant, où il est possible, ce n'est pas tendre à des fins. Justement, impossible n'est possible que si justement il n'est pas déjà prédéterminé comme une fin. Sinon, il n'est plus impossible, il est une fin donc qu'on s'est déjà donnée. Je crois qu'impossible ne s'entend que si justement on le sépare de la pensée de la fin, de même qu'il faut séparer de la pensée du principe premier. Alors, ce qui pour moi justifie cette pensée de la décoïncidence sur un plan politique, c'est que je dirais, pour être très vite, une idée, dès lors qu'elle est collectivement assimilée, donc elle devient coïncidente, devient idéologie. Bon, ce sera ça ma formule si vous voulez, de base. Une idée, dès lors qu'elle est collectivement assimilée, donc elle devient coïncidente, devient idéologie. Et devenant idéologie, eh bien, elle n'est plus soupçonnée, elle n'est plus inquiétée, donc elle verse dans cette positivité que je dénonçais, et sécrète une évidence qui elle-même verse dans une obédience qui n'est pas soupçonnée. Donc dans une passivité. Nous sommes rendus passifs par, disons, obédience non soupçonnée
à l'égard de coïncidences idéologiques qui sont, alors, dont le grand vecteur aujourd'hui, c'est ce qui fait la nouveauté de notre monde, c'est les médias. Les médias sont des grandes fabriques à coïncidence. Si je prends quelques mots simplement pour l'illustrer, vous voyez, un mot qui m'inquiète aujourd'hui, c'est résilience. Parce que résilience, c'est une coïncidence idéologique. Alors je dis collectif, je n'ai pas dit commun. Je crois qu'il faut séparer les deux. Oui. Le commun, c'est ce qu'ils font le politique, les Grecs l'ont suffisamment montré. Le commun, c'est les partages. Et le politique est fondé à partir du partage, formant le commun. C'est ces premières pages de la politique d'Aristote. Le collectif, ce n'est pas le commun, ce n'est pas du partage. Le collectif, c'est de l'additif, c'est de l'agrégatif, c'est 1 plus 1 plus 1. C'est donc l'adjonction qui fait masse, comme vous disiez tout à l'heure. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est à réfléchir, c'est justement que nous sommes maintenant sous la chape de termes coïncidents. Bon, je cite résilience parce que je m'inquiète à son égard, puisqu'au fond, quoi qu'il arrive aujourd'hui de négatif, un incendie, un attentat, la Covid, on dit qu'il faut être résilient. Et comme si le terme était neutre, comme s'il était, disons, dans une sorte de... sans, disons, connotation idéologique. Alors, et si on pense que la résilience au sens premier, qui est le retour à l'état initial, est-ce que tout le politique doit être pensé par un retour à l'état premier? Ça me paraît suspect. Ouais. Or, je trouve que la langue politique maintenant, faisant école média, ne pourront pas faire autrement, utilise résilience, y compris dans des lois, n'est-ce pas? Et les journalistes ont dit, Madame Le Pen est résiliente. Je me dis, jusqu'où va le terme? Dans cette sorte de justification d'une adéquation qui ne se réfléchit plus, et qui impose donc ce terme comme un terme safe, n'est-ce pas, un terme au-dessus de tout soupçon, alors que c'est un terme qui est extrêmement marqué idéologiquement. On pourrait dire résistance, on pourrait dire toute autre chose que... Ben oui, résistance, mais résistance et résilience, c'est pas pareil. Parce que résistance appelle, vous voyez, par rapport à la Covid, si on dit soyez résistant, ça appelle à une volonté, à un effort, à un courage, je ne sais comment le nommer. Mais si on dit résilient, alors on est dans une sorte d'immanence du retour à l'état premier qui n'est plus inquiété. De régression. Ça peut ressembler à ça. Vous voyez, un terme que je trouve aussi aujourd'hui devenu comme ça une grande coïncidence idéologique qui n'est plus interrogée, territoire. Territoire, maintenant, c'est partout. Je serai le président des territoires. Bon, très bien. Mais comme si le terme était, par cet effet de coïncidence idéologique que les médias ont fabriqué, est un terme au-dessus de tout soupçon, qui donc n'est pas réfléchi, et qui verse dans une positivité d'adéquation qui m'inquiète. Parce que territoire n'est pas un nom neutre. Quand on dit garder son territoire, c'est qu'on le défend comme voilà, sa partie. Et Deleuze était quand même bien inspiré quand il pensait en termes de déterritorialisation et reterritorialisation. C'est un terme dialectique, territoire. Mais là, au lieu d'en faire un terme dialectique, donc au travail, on en fait un terme comme ça, justificatif, d'emblée, comme si c'était, on va sur les marchés, ah ben c'est le territoire. Alors, territoire, terre, n'est-ce pas, tout ce qui est cette sorte de béatification du local, avec tout ce que ça dit à l'envers, n'est-ce pas, refus de Paris, de l'administration, du politique, enfin bon, territoire. Donc, je crois qu'il y a comme ça. Et tous ces termes qui sont au départ qui ont une pertinence, mais qui, dès lors que cette pertinence est globalisée et, disons, sert d'adéquation à tout, genre de sparadrap, si vous voulez, pour tout, comme résilience, eh bien, forme une sorte de couvercle idéologique qui nous, invisible, bien sûr, qui nous réduisent à la passivité. Je trouve que l'écologie est un lieu pour ça. Alors, la cause écologique, elle est bonne, je ne vais pas citer là-dessus, mais le fait qu'il y a tout un vocabulaire éco-responsable, ce genre de choses, n'est-ce pas, qui sont des sparadraps coïncidents, non soupçonnés, et je crois qu'il faut fissurer cela pour remettre au travail, remettre en chantier, d'autant plus qu'on revient dans l'écologie, sous couvert de ces couvercles, les stratégies les plus rusées, les plus personnelles font leur chemin, sous couvert de ces coïncidences qu'ils n'ont plus soupçonnées. Donc je crois qu'il y a quelque chose là qu'il faut, disons, réfléchir pour penser, pour résumer, je dirais, alors ce qui m'intéresse dans le concept de décoïncidence, c'est le concept de terrain. De terrain parce qu'au fond,
chacun peut décoïncider là où il est. Et les décoïncidences diverses ne forment pas système, ne reforment pas un appareil politique ou idéologique. Non, je décoïncide, c'est de la fissure. Mais cette fissure ne va pas cimenter autre chose, qui serait de nouveau un appareil politique. Ces décoïncidences, elles sont donc horizontales. Elles n'érigent aucune verticalité, aucune structure. Elles sont dans leur opérativité même. Dès lors que je décoïncide, je suis dans l'opératoire. Il n'y a pas de rapport théorie-pratique, il n'y a pas des principes et des fins. Non, il y a une initiative de décoïncidence à partir de la détection de quelque chose qu'il faut donc fissurer pour remettre en chantier. Opératoire est un terme très juste. Il y a une phrase de Solzhenitsyn qui me touche à cet égard quand il dit « C'est quand même avec les fissures qu'on fait tomber les cavernes. » On ne peut pas tomber les cavernes avec un bulldozer. On ne peut pas tomber les cavernes avec... Donc, je voulais dire ceci, c'est qu'au fond, notre pensée, notre pensée moderne, a été liée à la pensée du renversement. Déjà, la dialectique, c'est du renversement. Et la révolution, c'était un renversement. Chez Nietzsche, renversement des valeurs. Umwertung aller Werte, renversement de toutes les valeurs. Mais renverser à la fois, est-ce qu'on en a la force? Et puis renverser, c'est le risque d'inverser, c'est-à-dire de retrouver le même. On voit bien chez Nietzsche, n'est-ce pas? Qui, renversant la métaphysique, restaure une métaphysique de la montée de puissance. Mais finalement, on n'en sort pas des termes, des enjeux de la métaphysique. Donc, renverser, est-ce qu'on en a la force? Et d'autre part, est-ce que ce n'est pas finalement une façon de restaurer du même? Et dénoncer ne sert à rien. Ça, je dirais fissurer. Fissurer, c'est-à-dire chacun là où il est, détectant ce qui s'enlise de positivité et donc s'endort dans son adéquation qui, devenant positive, s'affaiblit d'elle-même parce qu'elle se sclérose, de façon à ouvrir des possibles et réengager une initiative. Donc, je crois que c'est, au fond, pour moi, la vocation de ce concept, c'est de pouvoir s'illustrer dans des champs très divers, en même temps que de pouvoir aboutir sur le plan éthique et politique, par écart, avec, disons, les figures qui ont prévalu dans la pensée politique précédente, qui sont celles de la Révolution, qui sont celles, disons, du renversement, choses qui me paraissent impossibles aujourd'hui. Parce que, par exemple, qu'est-ce qui fait la puissance de ces coïncidences idéologiques? Bien sûr, c'est le marché mondial. C'est, disons, le fait qu'il y a des coïncidences qui sont même à l'échelle du monde et portées par la technicité. Renverser cela me paraît, bon, on ne va pas se passer de l'ordinateur. Par contre, si on... je prends un exemple tout simple. On est quand même aliéné par la technicité portée par le marché. On n'a jamais voté, choisi cela. Mais quand deux personnes, voilà, ce sont les jeunes qui se rencontrent au café, et chacun a son appareil, son iPhone, et regarde ses textos en même temps qu'il est devant l'autre. Personne ne se rencontre plus. Si chacun garde son portable ouvert et en même temps qu'il parle un peu à l'autre, il louche sur les textos qu'il vient de recevoir et pense à ce qu'il va répondre, il n'y a plus de rencontre. Il n'est pas présent. C'est la question de la présence. Il n'est pas présent. Oui. Bon, la perte de la présence est un phénomène énorme aujourd'hui. Et c'est rien avec ce qui va arriver. On est pris dans l'idéologie du tout numérique. Et j'ai écouté aussi hier matin l'irruption par Zuckerberg du métavers. C'est-à-dire que toutes les personnes perdues, errantes, frustrées vont se réfugier dans un casque virtuel. C'est-à-dire, on est en train de créer une unité. Une aliénation schizophrène. Absolument. Absolument. L'idéologie, c'est une production imaginaire d'une époque. Althusser l'a comparé à l'inconscient freudien. Oui, et en même temps, depuis l'époque d'Althusser, il y a quand même l'immense appareil des médias
qui a rendu la chose beaucoup plus grave, Tout à parce que fait. l'idéologie que voyait Althusser, il avait de façon, disons, d'emblée politique. Oui. Or, en fait, maintenant, il y a quelque chose qui est le marché mondial, qui est les médias, qui est quelque chose qui est une nouvelle dimension du monde, et qui, s'emparant du numérique, vous l'avez dit à l'instant, crée une situation tout à fait nouvelle. Oui, qui amène l'humain dans une impasse. Et je crois que là, nous avons tous une action de résistance et de... Je crois qu'il faut fissurer la caverne dans laquelle on nous met. On nous enferme. On nous enferme dans une caverne, Enfermement. qui n'est pas la caverne platonicienne, mais qui est... Toi, je cite la phrase de Vianitine, parce que ces cavernes, il y a des fissures qu'on fait tomber les cavernes. Ça me paraît juste, parce que nous sommes appelés chacun à lui, et par rapport à l'exemple que je prenais là du portable au café, eh bien, ne pas ouvrir son portable, le garder fermé quand on rencontre quelqu'un et qu'on va lui parler, pour avoir une présence effective, pour moi, c'est fissurer cette, disons, coïncidence du numérique dans laquelle on est mis d'emblée et qui nous laisse plus respirer. Donc, je crois que c'est fissurer, c'est ça, c'est modeste, c'est discret. C'est des initiatives qui sont de terrain, mais qui, en se relayant, en s'associant, moi j'ai créé une association sur ce titre, peuvent se désisoler et donc se répondre, et donc non pas faire un système, même pas faire corps, ce qui reviendrait, disons, une sorte d'appareil, mais en se relayant, ah oui, faire tomber les cavernes. Tellement les fissures vont pouvoir se recouper et, disons, Faire fleuve. oui, alors, avant le fleuve, qu'il y ait plus de vaisseaux, mais disons qu'il y ait des gouttelettes d'eau, vous savez, enfin, qu'il y ait quelque chose qui fasse que cette imperméabilité, n'est-ce pas, créée par ces coïncidences idéologiques qui sont compactes, n'est-ce pas, qui donc sécrètent une obédience qui n'est même plus soupçonnée, cela se fissure, se fraquelle de façon à rouvrir des possibles. Il me semble que notre avenir, c'est ça, c'est rouvrir des possibles dans ces coïncidences idéologiques qui ont pris une toute autre dimension depuis 20 ans par le fait de l'importance des médias, de la technicité et le numérique venant à partir de là tout, disons, tout lié. Effectivement, faire réémerger de la présence, ça c'est fissuré, vous voyez. Le fait que, donc, pouvoir... j'en parlais hier en Allemagne, les gens me disaient, ben, l'ordinateur, on l'ouvre le matin, dès qu'on travaille pour les mails. Je leur dis, mais justement, si vous choisissez de n'ouvrir votre ordinateur qu'un peu plus tard, et donc que vous vous donnez un temps du matin, un temps pour émerger, non seulement du lit, mais émerger dans sa pensée, commencer à avoir une initiative de sa journée, n'est-ce pas? Et ne pas la rendre d'emblée dépendante. Machinée. Absolument. Oui. Eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'initiative discrète, personnelle, mais qui est d'emblée effective. Et c'est là-dessus j'insiste, c'est si la décoïncidence ne passe plus par le rapport théorie-pratique, des principes et des fins, parce qu'elle est d'emblée opératoire. Et on me dit souvent, quelle est la praxis de la décoïncidence? Il n'y a pas de praxis, parce qu'il n'y a pas de théorie. Il y a un concept qui a une cohérence, et qui se trouve d'emblée déployé dans des terrains très divers, de notre expérience, de l'art, de l'analyse, disons... vous voyez, au fond, je dirais, si on revient à la philosophie, on dit Aristote a critiqué Platon. Oui, c'est ce qu'il dit lui-même d'ailleurs. En fait, Aristote, il a décoïncidé de Platon devenant platonisme. Tous les ismes sont des coïncidences. Dès qu'il y a un isme, c'est une coïncidence. Parce que c'est une équation qui est installée, reconnue, disons, qui n'est plus inquiétée. Donc, au fond, Aristote, il a critiqué Platon au niveau des arguments, mais qu'est-ce qu'il a fait effectivement? Il a ouvert une décoïncidence par rapport au platonisme, Platon devenant platonisme, pour ouvrir du possible à la pensée et ouvrir un nouvel accès au pensable. Et j'ai lu sur la philosophie est une histoire de décoïncidences successives, comme Aristote a décoïncidé de la scolastique, et comme, disons, tout penseur est appelé à décoïncider de la pensée précédente, qui, en devenant adéquate, s'enlise dans sa positivité. L'histoire de l'art, pour moi, c'est une histoire de décoïncidence successive. Et dès que l'art devient isme, y compris l'impressionnisme, n'est-ce pas, ou le cubisme, eh bien, il faut fissurer à nouveau pour ouvrir les possibles dans l'art.
Alors, il y a une chose que j'ai découverte à partir de nos séminaires qu'on a eus dans le cadre d'associations, c'est qu'évidemment, la décoïncidence, ça ne se vend pas. Ce qui se vend, c'est la coïncidence. Oui. Les médias, c'est ce qu'ils achètent, c'est la coïncidence. Et donc, la décoïncidence, elle est d'abord mal vue, ou on n'y prête pas attention, et il faut qu'elle fasse son chemin, que son opérativité soit suffisante pour qu'elle puisse penser à, non pas devenir coïncidente, mais à pouvoir, disons, fissurer dans la société. Oui, puisque penser est un effort, hein, et que la plupart préfèrent éviter d'avoir à penser. Et je crois que nos deux champs, la philosophie et la psychanalyse, on a à défendre la vie de l'esprit, la vie psychique. J'aime bien vous le dire comme ça, la vie de l'esprit, expression qui me paraissait essentielle auparavant et qui devient très osée ou très audacieuse aujourd'hui. Oui. La vie de l'esprit. Alors c'est vrai, c'est un terme juste, cohérent. Pour moi, je ne mets pas en question, mais je vois à quel point, justement, la scène médiatique qui s'impose à nous fait qu'un terme comme celui-là devient impossible. Il faut ouvrir des possibles pour rendre ce terme-là possible, qu'on puisse dire encore vie de l'esprit. Parce que quand vous voyez l'évolution de l'édition en France, quand vous voyez l'évolution de la presse critique, enfin, le monde des livres, ou je ne sais quoi, ce type-là, on voit bien qu'une expression qui paraissait essentielle, aujourd'hui est de plus en plus osée, risquée, et il faut la risquer et l'oser, bien sûr, tellement cette vie de l'esprit s'étiole et, disons, se rétracte et verse quasiment dans l'impossibilité. Regardez le nombre, simplement, si on va en librairie, même dans les meilleures librairies, combien de non-livres, combien de pseudo-livres, combien de livres qui ne sont pas des livres, n'est-ce pas? Et c'est donc quelque chose qui nous entoure, qui nous entoure, c'est-à-dire au fond, je reviens au terme de fissurer, il faut essayer de fissurer c'est comme ça ce qui nous recouvre, qui nous englobe de plus en plus. Oui, et qui réduit toute initiative. Qui venait des travaux du début du XXe siècle avec l'ouvrage Propaganda, ce sur quoi sont appuyés les médias. En fait, nous sommes pris dans une énorme gang qui pousse à s'approprier le marché de la vie, le marché de la vie de l'esprit et du corps. Moi ça m'évoque... dans les camps de concentration, les nazis, ils allaient jusqu'à même empêcher les gens de rêver, parce que rêver était une liberté de l'esprit. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas pris dans une idéologie perverse, hein, et qui viserait à cette mise à mort de la vie psychique de l'humain? C'est la question que ça me pose en fond. Alors, je ne voudrais pas, si vous voulez, verser dans un discours qui serait, comme on dit, mais diabolisant. Parce que je pense qu'on a une responsabilité. Chaque époque a sa forme de résistance. Une génération, c'est une résistance face à l'ennemi du dehors. Cette-là, pour nous, en France, elle a disparu, même si en Ukraine, elle s'est réveillée. Mais je crois qu'il y a effectivement une menace nouvelle, qu'il faut analyser comme telle, qui a une dimension nouvelle, celle du monde. C'est ça, la mondialisation. Et avec un support qui a la technicité qui est portée par le marché. Parce qu'on n'a pas choisi d'acheter un portable ou d'avoir un ordinateur. Simplement, ça s'est imposé à nous progressivement, au point qu'on ne peut plus aujourd'hui ne pas l'avoir. Alors, justement, l'initiative, ça va être comment je vais ne pas me laisser prendre totalement dans cette aliénation-là pour rouvrir une marge de possible, de liberté, donc qui puisse promouvoir à nouveau la vie, et non pas la laisser se confiner ou se résorber dans une sorte de non-vie, de pseudo-vie, d'apparence de vie, donc qui serait l'envers de la vraie vie. Et oui, et moi je pense surtout aux jeunes psychismes en devenir, de leur laisser l'espace de grandir, de se construire psychiquement. Et la France est un des rares pays qui ne prévoit pas de prévention par rapport aux heures d'invasion du cerveau. La Chine l'a fait, oui, je sais. La Chine l'a fait, d'autres pays l'ont fait, mais la France ne s'occupe pas encore de prévention. Elle va attendre les dégâts que l'on commence à voir, nous, largement dans la clinique. De même qu'elle ne s'occupe pas suffisamment, je vois en entreprise,
de la perte de la présence, qui est quelque chose qui nous tombe dessus là. Bon, et la Covid n'a fait que confirmer, c'était déjà là, il ne faut pas être dupe. Mais disons, quelque chose s'installe là, toujours au nom de la commodité. Hein. C'est toujours ça, c'est plus commode, on perd moins de temps, la pollution, etc. Enfin bon, tous les prétextes sont bons, mais pour aboutir à cette chose que la présence se perd dans ce qu'elle a justement d'effectif et disons d'essentiel à l'existence. Et là, il y a une sorte de, je sais pas, d'accord sur une commodité généralisée qui fait qu'on ne réagit pas à cela. C'est ce mécanisme pour moi qui est pervers. Ben, c'est l'idéologie. Voilà. C'est exactement l'idéologie. Seulement, l'idéologie a des dimensions tout à fait nouvelles aujourd'hui, du fait des médias et du fait de la mondialisation. Donc, il y a une échelle tout à fait autre. Par rapport à Althusser, si vous voulez, Althusser était encore dans un monde où il y avait des blocs, n'est-ce pas ? Où il y avait, et puis il y avait la radio, la télévision, mais c'était minoritaire, ou c'était un moment. À partir du moment où les gens sont connectés toute la journée, ben, ça change tout dans leur capacité d'avoir encore une initiative de pensée, d'esprit, enfin, comme on le disait à l'instant. Donc là, je crois qu'il y a une différence de dimension qui est essentielle. Est-ce que parce que moi, je vois aussi dans ma clinique beaucoup de souffrance au travail liée à cette virtualisation imposée. Est-ce que les travailleurs aussi ne vont pas résister et ne pas aller travailler? Ça m'évoque l'énorme bazar qu'il y a eu au grand aéroport d'Amsterdam, où il n'y avait plus assez de personnel pour embarquer les passagers. Eh bien, il y a quelque chose qui est grave. Moi, j'étais hier sur le quai en Allemagne. Le train supprimé, très bien, mais on ne le dit pas. Il n'y a personne à qui demander. Il n'y a plus personne. Les bureaux sont fermés. Il n'y a plus quelqu'un à qui on puisse poser la question, se débrouiller avec son portable. Enfin, je fais toujours cette survie-là. Et je crois que... parce qu'évidemment, c'est justifié par des rationalisations. On dira... on veut faire baisser les prix, donc il faut qu'il y ait moins de personnes, etc. Mais c'est tout ce système de rationalisation à base de données, de statistiques, etc., qui font qu'il n'y a plus d'initiative de rencontre, de présence, donc d'existence. Et d'aide à l'autre. Alors qu'être vivant, c'est être en relation avec autrui, ce que dit la pensée chinoise que nous affectionnons tous les deux. Dans le gène confucéen, le sentiment d'humanité, le caractère du gène s'écrit avec un homme debout et le chiffre 2. L'homme n'est humain que dans la relation à autrui. Oui, alors la Chine a bien oublié ça aussi. Hein. Tout à Parce fait. qu'on l'a dit aussi en Europe. Aussi notre humanité, c'était ça. Vous savez, la grande phrase de Terence, rien de ce qui est humain m'est étranger. Oui. Belle phrase qui a traversé toute l'époque classique. Ni humani ame aelum puto. Je ne considère rien d'humain comme étranger à moi. Donc, on l'a dit, simplement, la Chine du gène ou l'Europe de l'humanisme à la Terence, c'est ça justement qui est recouvert et qui est opacifié au point que, et la Chine a donné de la technicité à fond. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a des mesures chinoises pour réduire le temps des enfants. Prévention. Oui, mais ce n'est pas pour des raisons d'ouverture d'esprit, hein. C'est pour des raisons de... Il faut laisser la place aux politiques du parti et bon. L'affaire chinoise, c'est pareil. Je crois que nous allons arriver au terme de notre entretien. On a le temps pour quelques questions. Moi, je suis bien. Oui, Brigitte, vas-y, oui. Mais non, on est bon là au niveau du temps? Oui, vas-y, Brigitte. Moi, il y a quelque chose, bon, tout ça est très intéressant. Hein. Vous avez vu avec grand plaisir et intérêt, notamment c'est un concept proposé à la psychanalyse. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais simplement, peut-être qu'on le reprendra demain. Vous faites aussi une lecture critique de la psychanalyse. Voilà. Puis-je vous dire une chose très osée et qui va peut-être me faire chasser très vite. Mais je profite de mon état mental un peu fatigué ce soir pour oser ça. Je me demande si la psychanalyse n'est pas elle-même victime d'une coïncidence. Il ne faudrait pas que la psychanalyse décoïncide aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi je suis. Mais là, je ne suis pas d'accord. Moi non plus, c'est pas grave. non plus, parce qu'on travaille. Est-ce qu'il n'y a pas, globalement, un risque de coïncidence dans la psychanalyse? Écoutez, j'ai été à un certain nombre de colloques
de psychanalyse où j'ai l'impression que, quelque part, c'était une messe qu'on récitait. Oui, dans les colloques trop théoriques. Ça, Oui. c'est autre chose. Oui. Non, mais j'ai la psychanalyse avec un grand P. Hein. Oui, mais c'est la façon dont on utilise la théorie à ce moment-là. Bien sûr. Mais la pratique en tant que Ah telle, non. elle est profondément subversive. Ah non, mais la cure, bien sûr. Voilà. Non, je parle de la psychanalyse dans quelque chose qui... Alors voilà, alors là, on Est-ce qu'il n'y a pas un divorce fondamental entre une pratique qui est d'emblée décoïncidente absolument, et c'est ce que nous rouvrant disons des tout à possibles, l'heure, c'est une et pratique un de- discours psychanalytique qui, de façon récurrente, s'organise en coïncidence Tout à et fait. fait couvercle. Tout à fait. Voilà ma question. Mais là, on est d'accord. Oui, mais c'est Mais peut-être c'est la théorisation. Ah bah oui, bien sûr. c'est bien peut- sûr. c'est peut-être pour La coïncidence est dans le discours. Oui, absolument. c'est peut-être pour ça que nous essayons de faire des colloques en ouvrant à d'autres champs. Hein, voilà. Et merci de votre venue à Toulouse. Et puis, nous, dans la pratique et dans la clinique, on travaille avec le vivant. Et vraiment, c'est le vivant qui jaillit. Il me semble que la psychanalyse, moi, elle m'intéresse par la cure, c'est-à-dire Oui. par ce qui se produit, parce qu'elle peut engager de possibles inouïs. Mais il me semble que le discours psychanalytique a tendance de façon récurrente, y compris chez Freud à un certain moment, y compris chez Lacan à un certain moment, n'est-ce pas? Quand Freud dit la psychanalyse nous apprend que, j'entends un peu ce que j'ai appris en Chine. Le président Mao nous apprend que. C'est de l'entreglose. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un divorce essentiel, à la fois peut-être, promet la psychanalyse, ce divorce entre une pratique, la cure, et puis un discours sur elle? Je pense qu'à la fois, ça peut la promouvoir, parce qu'il y a du travail entre les deux, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi à un moment, où ça pas, de façon récurrente, c'est la question que je me pose, parce qu'en écoutant du dehors, si vous voulez, parfois j'ai assisté à des colloques ou à des... Bon, je me dis, mais c'est la messe. Oui, c'est la messe. C'est une forme de messe. Bonjour. Est-ce que je peux... Est-ce que la cure n'a pas, de façon récurrente, à fissurer la coïncidence du discours psychanalytique dans laquelle la psychanalyse se prend tout en sachant qu'elle meurt? Oui, parce que fondamentalement, c'est une résistance. Bien sûr, Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Oui, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, elle n'est pas très aimée. Et oui. Parce que vous voyez, le problème, c'est que souvent les notions les plus pertinentes, résilience, c'est une notion pertinente, mais c'est de devenir coïncidente qui la rend non seulement abusive, mais disons idéologiquement suspecte. Parce que justement, elle n'est plus soupçonnée. Donc, si vous voulez, de même territoire a aussi sa justification, mais c'est dès lors que le terme devient coïncident, c'est-à-dire collectivement adopté, qu'il est plus inquiété et qu'il verse dans une positivité qui entrave. Je crois que nous avons une question sur le Zoom. Oui, bonsoir. Monique, bonsoir. Nicole Abécassis à l'appareil. Bonsoir Nicole. Voilà, je suis ravie d'avoir pu entendre cet exposé par vous deux et par Monsieur Julien. Alors, je voudrais faire une petite remarque préalable. Vous l'avez signalé, effectivement, l'existence est des coïncidences. Et vous l'avez laissé entendre aussi, c'est que le problème de l'humain, c'est que il aimerait le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire il voudrait pouvoir exister en coïncidence, ce qui est effectivement la mission absolument impossible. Et ça se traduit, me semble-t-il, dans toute l'histoire de l'humanité, parce qu'on parlait d'un présentisme contemporain, etc. Mais on peut relire toute l'histoire de l'humanité à l'aune justement de cette, je dirais, détestation de la décoïncidence, donc cette haine de soi qui est très rarement assumée et qui est projetée sur l'autre. Bon, on connaît la vieille histoire. Donc, il y a une véritable haine, une détestation de la décoïncidence, et l'histoire humaine est une sorte d'alternance entre des efforts délirants de coïncidence et des résistances pour la décoïncidence. Et effectivement, il y a des activités humaines telles que la philosophie et l'art. Alors pour la psychanalyse, c'est une autre affaire, mais à partir du moment où c'est un discours, on peut le classer effectivement dans une démarche philosophique, ça c'est mon point de vue. Mais donc, c'est la tâche de la philosophie et de l'art de générer ces décoïncidences d'époque en époque.
Alors, ce qui génère aussi cette haine dont la philosophie, on ne s'en rend peut-être pas assez compte, peut faire l'objet. Cela étant dit, alors moi, le diagnostic que je fais sur l'époque contemporaine, c'est que nous sommes dans une époque qui flatte le narcissisme, donc le fantasme de coïncidence, plus que jamais, du fait du règne de l'image et de ce que l'image peut nous permettre de faire pour justement nous donner l'illusion de cette coïncidence. Bon, le selfie n'en est qu'un exemple. Voilà, donc je pense qu'on est dans une époque où ce fantasme de coïncidence, quoique non nouveau, prend des aspects différents en fonction du potentiel, notamment technique, qui nous est donné. Mais voilà, c'est une vieille histoire. Cela, cela étant dit, voilà, c'est là que je voudrais vous poser la question, pour avoir travaillé sur l'affaire, mais pas en termes de décoïncidence, mais ça revient au même, hein. Je pense qu'il peut y avoir aussi une revendication, un appel désespéré, une alerte dans le sens de la décoïncidence pour éviter effectivement eh bien, une politique nazie, un narcissisme raciste, des crises identitaires, enfin toute une série de choses terribles. Mais il peut y avoir donc cette alerte, cette invitation à la décoïncidence qui peut être perverse dans le sens où nous assistons malheureusement dans notre siècle, y compris au sein même de la philosophie, c'est ce qui me pose un gros problème, à une sorte de revendication coïncidente de la décoïncidence, je m'explique, de la différence. On met en avant contre la pensée qui serait impérialiste, totalitaire, etc., en lui faisant très mauvais procès, confondant totalitaire et totalisant, enfin bref, etc. Donc, on a trouvé une occasion de la haïr en lui adressant des critiques nouvelles qui la déstabilisent dans ses fondements même. Donc, de mettre en avant justement la dimension impérialiste d'une raison qui serait coïncidente, on en arrive à absolutiser la différence, l'autre, la décoïncidence, mais finalement, en faisant coïncider des décoïncidences, c'est-à-dire qu'on a un atomisme de coïncidence, et sous prétexte qu'on aurait décoïncidé, et chacun se retrouve dans son narcissisme en ne rendant pas ce qui lui est dû, à la pensée comme puissance aussi de maintenir l'unité dans le divers. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une coïncidence ouverte possible qui permet de tenir ensemble les décoïncidences et qui est décoïncidence par son ouverture même. Sans quoi on risque de tomber dans le parcellaire et dans le choc par décoïncidence. C'est le risque, si vous voulez, de la radicaliser. Voilà, c'est ce que Je voudrais juste dire une chose à ce sujet, c'est que ce que vous appelez décoïncidence, quand vous évoquez ce renversement de la coïncidence qui serait unitaire, c'est une pseudo-décoïncidence. Parce qu'au fond, ce thème, la revendication, si vous voulez, de l'altérité absolue, de la différence absolue, etc., c'est très coïncident aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. C'est très coïncident. Au fond, c'est une nouvelle coïncidence qui s'en prend à une coïncidence précédente. Mais là, le concept de décoïncidence est trahi dans ce cas-là. Parce qu'en fait, il s'agit d'une pseudo-décoïncidence. Puisqu'en fait, ça repose sur une coïncidence, à preuve de dire l'effet de puissance que ça dégage. Puisqu'au fond, c'est une banalité idéologique aujourd'hui que, vous voyez, moi j'étais il y a 2 jours à Besançon, on m'a ressorti la sauce selon laquelle, si je parle de tradition chinoise et de tradition grecque, c'est impérialiste parce que je soumets à ça le sentiment de la nature des autres cultures, etc. Ça, c'est de la coïncidence. Je suis d'accord avec vous, mais justement… C'est devenu tout à fait conventionnel. C'est devenu une sorte
de pseudo-décoïncidence qui en fait, donc là, pour moi, je crois que si on s'en tient au concept de décoïncidence en tant qu'il roule du possible parce qu'il fusionne une coïncidence, il ne peut pas se pervertir. Ce qui le pervertit, c'est une pseudo-décoïncidence. Alors, il y a deux choses. Il y a justement d'éviter la confusion parce que, à mon avis, avec ce concept-là, vous pouvez avoir une foule de gens qui vont adhérer, mais parce que précisément, ils vont pouvoir s'en servir dans le sens que vous dénoncez vous-même et non pas dans le sens que vous prônez. Ça, c'est une chose. Parce que... Il n'y a pas de foule qui adhère, d'abord. Je n'ai pas vu ça aujourd'hui, puisque la décoïncidence se vend mal. Et si vous voulez, en général, ceux qui en sont des acteurs finissent sur l'échafaud. Prenons Socrate, voilà. Le premier décoïncident. Donc, je crois, si vous voulez, que... voyez, par exemple, l'Église, si je prends si je reviens à l'exemple religieux, ce qui n'est pas forcément mon horizon de travail, mais disons, celui qu'on appelle le Christ a décoïncidé par rapport au pharisaïsme de son temps, mais l'Église a recoïncidé. Elle a surcoïncidé. Ah oui. Bon, parce qu'avec le pouvoir, avec tout ça, bon, bref, on le sait. Donc, je crois, si vous voulez, qu'il y a une perversion possible d'une décoïncidence, parce dès lors qu'elle sert à un appareil historique et, disons, une volonté de puissance, là, c'est une perversion qui est extérieure à elle. Ce n'est pas d'elle-même qu'elle sécrète cette perversion. Voilà. Oui, mais me suivez-vous lorsque... Il va falloir que l'on arrête le... Mais c'est intéressant. Et c'est très dommage parce que je voulais mettre l'accent sur le fait que, justement, par exemple, la philosophie, l'histoire décoïncide pour éviter qu'une idéologie, effectivement, devienne définitive, parce que c'est dans la nature de l'idéologie de vouloir être définitive. Mais il ne faut pas rompre non plus, me semble-t-il, le fil de l'histoire. C'est articuler quand même les décoïncidences. Mais là, je crois que vous voulez qu'il y ait encore du socle. Ce que je conçois bien. Mais la question, si vous voulez, c'est au fond, est-ce qu'on peut penser... Là, je trouve que vous maintenez une sorte de fond ontologique. Oui, bon, je continue à donner un sens à l'universel, voilà. Mais à l'universel... Moi aussi, je donne un sens à l'universel comme universalisant, opposé à l'universalisme. Donc, je donne un sens à l'universel comme rebelle, c'est-à-dire rouvrant toujours des communautés qui tendent à se clore. Mais je suis tout à fait défenseur d'un universel ouvert, travaillant l'histoire, oui, rouvrant, mais au sens, disons, régulateur que donnait Kant, à savoir rouvrant toute totalité qui va se clore. Et donc l'universel, c'est justement l'idée de remettre en chantier une exigence universelle qui n'est jamais satisfaite et qui, dès lors qu'elle se satisfait, n'est plus universelle, c'est l'universalisme. Voilà, mais qui ne donc c'est de la positivité. Voilà, mais qui ne compromet pas le fait que nous nous inscrivons dans une histoire, hein, dans ces décoïncidences. Voilà. Bien sûr, mais justement, je crois que c'est là qu'il y a tension entre décoïncidence et coïncidence, et il me semble que l'universel actif, opératoire, il décoïncide de tout universalisme qui s'installe dans sa positivité d'universel fermé. Tout à fait. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Oui, merci Nicole Abécassis, qui est philosophe, qui travaille aussi dans l'art. Et je me rappelle que tu m'avais fait écrire un article sur un ouvrage collectif qui s'appelait Craquelure. Oui, exactement. On n'est pas loin des fissures. Voilà. Merci. Merci Monique, merci Monsieur Julien. Merci. Et donc, je vous dis à demain pour le colloque sur le thème vivant qui va nous permettre de développer toutes ces questions. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée.